est-ce que nous sommes dans l'ère de l'incertitude? Je vais passer la parole à Arthur Vimontpont, chercheur, cofondateur des Greniers d'Abondance. Arthur, vous avez 5-6 minutes pour nous présenter le sujet. Bonjour à toutes et à tous. C'est un peu plus court qu'escompté. Je vais essayer de raccourcir ce que j'ai à dire. Je suis ingénieur, chercheur au laboratoire d'études rurales à l'Université Lyon 2 et j'ai cofondé l'association Les Greniers d'Abondance. Notre asso réunit une centaine de chercheurs, d'acteurs de terrain, de citoyens qui partageront 3 grands objectifs: faire de la sensibilisation aux menaces qui pèsent sur notre système alimentaire, conduire des travaux de recherche sur le sujet et produire des outils libres pour aider les collectivités et les pouvoirs publics à prendre des décisions. On a publié un premier rapport qui s'intitule « Vers la résilience alimentaire », qui est disponible sur notre site, et une application pour évaluer le niveau de résilience des territoires qui vous sera présentée au cours de la 2e table ronde cette matinée. Historiquement, les greniers d'abondance étaient des bâtiments publics construits au XVIIIe siècle dans plusieurs villes françaises qui avaient pour fonction d'entreposer de grandes quantités de grains pour assurer la sécurité alimentaire des villes. Et ces bâtiments sont emblématiques donc d'une époque où la sécurité alimentaire était au cœur du champ de responsabilité publique. Mais aujourd'hui, à la différence des autres secteurs qui répondent à un besoin essentiel, comme l'eau potable, les soins médicaux, l'éducation, les pouvoirs publics interviennent très peu sur le système alimentaire. En conséquence, le système s'auto-organise selon les conventions économiques en vigueur, c'est-à-dire rentabilité des investissements privés et l'externalisation des coûts environnementaux, sanitaires et sociaux. Tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, le système alimentaire est largement dominé par un petit groupe, un petit nombre de structures économiques dont l'intérêt privé n'a aucune raison a priori de coïncider avec l'intérêt général. Donc, quand je dis petit nombre, c'est important de préciser. La moitié de toute la viande produite en France, par exemple, est issue de 20 abattoirs. 10 groupes industriels transforment 80% du fromage et 90% du beurre et du lait. La moitié de la farine provient d'une trentaine de moulins, alors que si on regarde un siècle en arrière, il y avait 40 000 moulins dans le pays. Et du côté de la grande distribution, c'est encore plus frappant, il y a 4 centrales d'achat géantes qui se partagent 91% des parts de marché. Donc on voit que tout ça ne tient que par une dépendance extrême au transport et au pétrole, avec en moyenne 30 000 camions qui sillonnent le territoire chaque jour d'un bout à l'autre pour approvisionner les commerces de la grande distribution. Quand vous êtes une entreprise de la grande distribution ou un groupe agroalimentaire, vous n'avez pas pour mission de nourrir sainement la population en économisant les ressources. On l'a vu récemment avec l'éviction d'Emmanuel Faber de la présidence de Danone. Quand bien même il y a des individus au sein de ces structures qui sont de bonne volonté, les structures économiques, elles ne sont pas incitées par construction à agir dans le sens de l'intérêt général. Donc l'intervention publique des collectivités et de l'État est aujourd'hui insuffisante. Et cette carence d'intervention, dans un secteur qui est évidemment stratégique, fait que le système alimentaire est aujourd'hui largement dysfonctionnel. Si on regarde l'intérêt général, il y a de multiples coûts qui n'apparaissent pas dans la construction des prix, mais en fait, notre nourriture n'a probablement jamais été aussi chère. Simplement, on ne le voit pas quand on paye cette nourriture à la caisse. Alors, il y a tout d'abord les coûts sanitaires. L'alimentation, c'est le premier déterminant de la santé humaine, et on constate une dégradation majeure de plusieurs indicateurs de santé publique. Par exemple, l'obésité a presque triplé en 20 ans, pour concerner aujourd'hui un adulte sur 6. Ensuite, il y a des coûts sociaux. Un Français sur 10 a recours à l'aide alimentaire aujourd'hui. Et de l'autre côté de la chaîne, il y a un quart des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui paraît quand même assez aberrant. Et troisièmement, il y a des coûts environnementaux qui sont colossaux. L'alimentation est la première activité humaine responsable des dérèglements écologiques globaux, comme vient de le rappeler Bertrand Vailorgue. Et c'est impossible, bien sûr, de donner un coût monétaire à de tels bouleversements écologiques des conditions de vie. Alors, comment corriger ces dysfonctionnements ? Depuis les années 50, on est parti du principe qu'il fallait produire plus, et c'était effectivement nécessaire à l'époque. Mais aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on a largement suffisamment de nourriture. Simplement, les causes de la faim sont de nature politique et économique, mais on produit en moyenne 3000 kilocalories par jour et par personne, alors qu'il en suffirait de 2000. Et pourtant, aujourd'hui, la plupart des efforts industriels et des aides distribuées aux agriculteurs ont pour effet d'accroître la productivité et les rendements. Mais produire plus, ça ne répond à aucun des problèmes qu'on a évoqués plus tôt. Donc l'enjeu pour les années à venir, ce n'est pas de produire plus, mais c'est d'arriver à une production alimentaire suffisante et stable dans un contexte de dérèglement écologique rapide et d'épuisement des ressources. Et pour ça, on ne peut pas se remettre aux lois du marché ou au miracle d'une invention future, à moins de faire preuve d'irréalisme. Alors, à quoi ressemblerait concrètement
un système agricole et alimentaire économe en ressources et capable de nourrir sainement et durablement la population. Il y a plusieurs groupes de recherche et d'experts qui se sont penchés sur la question. Il y a notamment le scénario After 2050 de Solagro qui est très intéressant et le scénario TIFA élaboré par l'IDRI à l'échelle européenne. Donc on n'a pas le temps de présenter en détail ces scénarios ce matin, bien sûr, mais il y a quelques caractéristiques communes à ces scénarios qui sont importantes à rappeler. Premièrement, il faut modifier en profondeur notre modèle de production. Ça ne requiert pas de drones, aucune rupture technique majeure, il n'y a rien. Il faut juste évoluer vers une agriculture plus diversifiée, plus arborée, qui utilise moins d'intrants, qui inclut davantage de cultures intermédiaires et qui tire mieux profit des services écosystémiques. Et ça nécessite plus d'agriculteurs, plus d'exploitation et des parcelles plus petites et diversifiées. Deuxièmement, il faut modifier notre mode de consommation. Pour le dire simplement, on doit diviser par 2 notre consommation de protéines d'origine animale, tout simplement parce qu'à apport nutritionnel égal, un régime plus végétal mobilise beaucoup moins de surface et de ressources. Et notre niveau de consommation de viande aujourd'hui n'a absolument rien de traditionnel. Il a presque doublé en 50 ans, si bien qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des céréales consommées en France qui sont destinées à l'élevage. Monsieur le député Loïc Dombreval en a parlé tout à l'heure. Cette transition vers des régimes plus végétaux ne doit pas se faire à l'encontre des filières d'élevage. Au contraire, il y a beaucoup d'exemples qui montrent qu'on peut réduire la production et diversifier ses productions dans une ferme d'élevage, tout en améliorant ses résultats économiques et ses conditions de travail. Et troisièmement, ces scénarios donc, de transition à l'échelle française ou européenne montrent qu'il faut diminuer notre dépendance aux ressources extérieures. Alors en introduction, Monsieur le ministre de Normandie a dit que nous avions une seule dépendance, celle des protéines végétales, mais j'ai peur que ce ne soit pas du tout la seule. En fait, on importe la moitié des fruits et légumes qu'on consomme en France et de nombreux produits transformés. Mais ce n'est même pas l'essentiel. Le plus important, c'est qu'on importe au-delà des produits agricoles la quasi-totalité des facteurs de production sans lesquels notre rendement agricole serait en chute libre. Il n'y a pas un seul fabricant français de tracteurs. On importe la totalité du phosphate et à peu près les 2/3 de l'azote minéral qu'on consomme. Et surtout, on importe la totalité du pétrole, puisqu'on n'en a pas de pétrole en France. Et le pétrole, c'est le sang aujourd'hui de notre système alimentaire. Donc, c'est impératif de rationaliser ces besoins pour diminuer notre dépendance aux ressources extérieures pour la production. Et on voit que depuis plusieurs décennies, l'évolution du système alimentaire va exactement à rebours de ces tendances élaborées et présentées dans ces scénarios. Les exploitations, elles s'agrandissent, elles se spécialisent. Il y a 200 fermes qui disparaissent chaque semaine et la consommation de pesticides augmente. La production de consommation de protéines et la production et la consommation de protéines animales se maintiennent à un niveau record. Donc, pour le dire clairement, on est en train de créer les conditions de notre insécurité alimentaire dans le futur. Donc, je suis très limité par le temps, mais j'aimerais présenter 2 grands moyens d'agir en tant que législateur qui me semblent très importants. D'abord, il y a les aides octroyées dans le cadre de la PAC qui sont aujourd'hui majoritairement attribuées à l'hectare. Ça incite bien sûr à toujours plus d'agrandissement et de spécialisation. Et aujourd'hui, le plan stratégique national, qui est la déclinaison française de la PAC, est en cours d'élaboration. Donc les législateurs ont un moyen majeur pour agir sur cette question. Ils peuvent s'inspirer pour ça des propositions de la plateforme pour une autre PAC. Et deuxième moyen d'engager une transition du système alimentaire à l'échelle nationale, c'est l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation. En fait, il s'agit tout simplement de considérer que l'alimentation est un déterminant direct de notre santé et donc que c'est un droit fondamental, universel, au même titre que l'accès à des soins médicaux. Et donc, avec un système de conventionnement, cette sécurité sociale de l'alimentation permettrait de créer des débouchés pour les filières d'avenir, l'agroécologie et les circuits de proximité. Et ça répondrait directement aux problématiques économiques qui frappent le monde agricole. Et ça lèverait un grand nombre d'obstacles à la transition. Merci beaucoup de m'avoir écouté.